Ce livre n'a jamais été interdit, il a simplement été discrètement mis de côté, non pas parce qu'il manquait de valeur, mais parce qu'il révélait trop. Il ne prêchait ni la foi ni le mysticisme, il proposait une méthode, un système pour reprogrammer la réalité par l'intention, la vibration et la concentration mentale. La plupart y voyaient des symboles, mais quelques-uns y ont vu des instructions. Il enseignait comment influencer la pensée, modifier le comportement et projeter des commandements silencieux. Ce qui semblait être de la philosophie ésotérique était en réalité un manuel tactique. Et tandis qu'il était rejeté comme une fiction spirituelle, des agences de renseignement expérimentaient les mêmes techniques à huis clos. Aujourd'hui, il est de retour. Pas d'intermédiaire, pas de filtre, juste vous, le savoir et ce que vous décidez d'en faire. Dans les archives poussiéreuses des bibliothèques ésotériques, perdues au milieu de traités alchimiques souvent mal compris et de brochures spiritualistes au goût douteux, on parle d'un certain manuscrit, un livre dont l'existence même est presque une anomalie. Il n'a aucune aura commerciale, n'est pas cité lors de conférences mystiques et ne figure pas dans les catalogues des grands ordres initiatiques. Presque personne ne le lit, encore moins n'en discute, et certains disent que c'est précisément comme ça que cela doit être. Qu'est-ce qui rend ce livre si indésirable? Contrairement aux grimoires classiques comme la Clavicula Salomonis ou aux volumes codifiés de théosophie, cette œuvre ne se vante ni de menaces ni d'enchantements rituels. Son langage est technique, direct et presque clinique. Et ce qu'il révèle, ou plutôt ce qu'il suggère, remet en question tout ce que nous pensions savoir sur la conscience, la réalité et le rôle de l'esprit dans la création de l'univers. La plupart des chercheurs passent à côté sans s'en rendre compte. Il est là, caché sous un titre délibérément inoffensif, la doctrine secrète des Rosicruciens. Il a été publié en 1918 par un auteur anonyme, ou plutôt sous le pseudonyme Magus Incognito, une expression qui contient déjà en elle la première couche de l'énigme, le magicien caché. Pas de date précise, pas de biographie, aucune trace. Pendant des décennies, ce livre n'a pas vu la lumière. Et l'étrange vérité, c'est que même parmi les spécialistes de l'occultisme, peu semblent l'avoir vraiment lu. Ceux qui l'ont fait et qui ont osé en parler affirment que son contenu n'est pas seulement ésotérique, mais dangereux. Non à cause de la forme, mais à cause du pouvoir contenu entre les lignes. Même avant l'avènement de la physique quantique ou la popularisation des idées selon lesquelles l'univers est façonné par des champs de conscience, ce livre évoquait déjà des formes de pensée capables de modifier la substance de la réalité, des flammes mentales qui ravivent les plans subtils de l'être, et des structures énergétiques invisibles qui soutiennent le cosmos visible, des sujets qui ne gagneraient une reconnaissance scientifique qu'un siècle plus tard. L'œuvre propose un système de compréhension cosmique divisant l'existence en 7 plans de conscience, mais ce n'est pas présenté sur un ton métaphorique ou symbolique. C'est exposé avec une précision presque mathématique, quasi scientifique. Elle souligne que chaque forme manifestée provient d'une source non manifestée que les anciens appelaient le Père éternel, une présence endormie dans un potentiel absolu. Selon ces mots, avant la lumière, il y avait le feu silencieux. Avant le temps, il n'y avait qu'être sans action. Le manuscrit explore ces idées avec audace. Il affirme que l'esprit est une technologie naturelle oubliée, capable d'accéder à et de transmuter le champ des possibilités de l'univers. Mais cet esprit ne se révèle qu'à ceux qui transcendent les limites du moi ordinaire. L'auteur suggère que les anciens maîtres rosicruciens n'ont jamais voulu que ces vérités soient ouvertes au monde profane, et que ce livre, ou le savoir qu'il contient, s'en est échappé. Mais pourquoi, après tout, cacher un tel secret? L'explication réside peut-être dans ce que le texte lui-même laisse subtilement transparaître. Le Magus Incognito avertit que le pouvoir de la création mentale, s'il est activé sans maîtrise intérieure, peut devenir un outil d'autodestruction.
Il ne parle pas de sort, il parle de concentration, d'attention et de volonté. Dans un passage particulièrement énigmatique, il dit « Les pensées façonnent l'éther, et l'éther est le tissu dont est née la matière. La réalité est un miroir mental. Les maîtres ne créent pas de miracles, ils pensent simplement avec plus de clarté. » Implicitement, le livre développe une thèse audacieuse. La réalité, telle que nous la percevons, est une projection mentale collective, structurée par des archétypes universels et modulée par les vibrations de chaque esprit individuel. Il appelle cela l'alchimie mentale, une technique occulte transmise oralement pendant des siècles et scellée parmi des ordres invisibles jusqu'à ce qu'elle soit, volontairement ou non, rassemblée dans ce volume. Et c'est là que réside le paradoxe. Comment un contenu aussi perturbant a-t-il pu se retrouver dans un livre imprimé aux États-Unis au début du XXe siècle? Comment a-t-il survécu, intact, à travers le temps, la censure et la dilution de la sagesse ancestrale? L'hypothèse la plus plausible est celle que l'auteur lui-même suggère, dissimulée entre les lignes. La connaissance ne se révèle qu'à ceux qui sont prêts à la percevoir. Les autres ne peuvent tout simplement pas y accéder, même si elle est sous leurs yeux. Le livre fonctionne alors comme une sorte de miroir. Il s'adapte au lecteur. Pour les inattentifs, il ressemble à un ouvrage ésotérique parmi tant d'autres. Pour les initiés, il devient une carte, un code, une initiation silencieuse. C'est à ce moment-là que l'œuvre devient la plus dangereuse, car elle n'impose pas de dogme, ne requiert pas de maître et ne demande pas de temple. Elle enseigne au lecteur à devenir son propre alchimiste, et cela, à tout moment, est subversif. Si vous avez réussi à lire jusqu'ici, c'est peut-être que quelque chose en vous a reconnu cet appel ancien. Et si la véritable histoire de ce livre est inconnue, c'est parce que sa fonction n'était pas d'être célébrée. Elle devait être découverte par ceux qui étaient prêts à se souvenir. Et peut-être, juste peut-être, ce moment est-il arrivé. Dans certains cercles discrets de l'occultisme moderne, il existe un adage jamais prononcé tout haut, mais qui imprègne toutes les actions. Ce qui donne du pouvoir, ce n'est pas ce que l'on sait, mais ce que l'on garde secret. C'est peut-être pour cela que certaines doctrines n'ont jamais été enseignées officiellement, bien qu'elles aient été méticuleusement documentées, cachées au grand jour, sous des couches de symbolisme et de silence. Parmi les manuscrits les plus révélateurs, qui ont échappé à l'obscurité rituelle pour un langage presque technique, peu étaient aussi audacieux que la doctrine secrète des Rose-Croix. L'œuvre, comme nous l'avons vu, semble avoir émergé avant son temps, et c'est peut-être pour ça qu'elle a été enterrée dans la propre chronologie de l'histoire. Pourtant, c'est dans ces pages intermédiaires que le voile se déchire vraiment, révélant non seulement une métaphysique ancestrale, mais un système opératif caché de l'univers, quelque chose de plus proche d'un manuel de guerre vibratoire que d'un traité spirituel. Loin des abstractions dévotionnelles, les enseignements présentés s'orientent vers des instructions pratiques et répétitives, comme si l'auteur voulait que le lecteur les mémorise jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques. Il enseigne comment créer des formes mentales codées, des constructions psychiques projetées par un esprit concentré, chargé d'intention et dirigé avec une précision chirurgicale sur le champ énergétique de la réalité. Aujourd'hui, on appelle cela la visualisation créatrice, la programmation neurolinguistique ou la modélisation quantique. Mais Margus Incognito en parlait déjà avec une clarté déconcertante il y a plus de 100 ans. Quelle est la différence ? À l'époque, ces enseignements n'étaient pas vendus lors de conférences motivationnelles, mais transmis au sein de sociétés initiatiques qui exigeaient une preuve de caractère, un silence absolu et une préparation mentale rigoureuse. Parmi les passages les plus troublants, on trouve des instructions précises sur la manière de diriger les courants d'énergie mentale pour influencer le comportement des autres, non pas par la persuasion verbale, mais par l'émission vibratoire silencieuse.
Selon l'auteur, des idées peuvent être implantées dans d'autres esprits de la même manière que des graines tombent sur le sol, par proximité, répétition et intention concentrée. Ces idées font écho à ce que nous connaissons aujourd'hui comme la suggestion subliminale, le préconditionnement cognitif ou même l'ingénierie du consentement. Mais le livre ne présente pas ces concepts comme des découvertes récentes. Il les décrit comme des techniques anciennes, des outils d'une élite invisible qui les aurait toujours connus et appliqués de manière sélective pour façonner le comportement collectif. La structure textuelle renforce cette impression. Au lieu de réflexion philosophique ou de paraboles, l'auteur adopte un langage impératif, proche de celui des manuels militaires. Des termes tels que reprogrammation vibratoire, transmission subtile d'images mentales et dominance du champ psychique collectif reviennent fréquemment, presque comme s'ils faisaient partie d'un entraînement mental réservé à ceux qui savent comment utiliser et non pas seulement comprendre. Mais il y a un détail qui retient l'attention. L'ouvrage insiste à plusieurs reprises sur le fait que ces pratiques doivent rester secrètes. Le silence est un pouvoir. Les ignorants ne sauraient discerner et risqueraient de détruire ce qu'ils comprennent mal. La clé ne peut être transmise qu'à ceux qui reconnaissent le verrou. Ce sont des affirmations qui reviennent déguisées tout au long du texte sous forme d'avertissements voilés, renforçant l'idée que ce contenu n'est pas destiné à tout le monde. La question s'impose, pourquoi tant d'insistance sur le secret? Si ces pratiques offrent vraiment des outils pour modifier la réalité personnelle et collective, pourquoi les cacher? La réponse la plus probable ne réside pas dans le mysticisme, mais dans la subtile politique du pouvoir. Pour quiconque maîtrise le champ vibratoire de la psyché humaine, ce qui agit en dessous du niveau de la raison consciente n'a plus besoin ni d'armée ni de tribunaux. Ces forces influencent sans être perçues et décident sans que personne ne réalise qu'il existait un choix. Ce que le livre révèle dans son essence est une technologie cachée d'influence mentale, quelque chose qui s'est dissimulé sous le prétexte de philosophie ésotérique tout en servant d'instrument d'ingénierie comportementale. Aujourd'hui, alors que les neuroscientifiques et les psychologues de l'inconscient commencent enfin à étudier comment des schémas mentaux répétitifs peuvent influer sur les états hormonaux, les décisions d'achat et les croyances politiques, ce que nous observons est simplement la réémergence, sous une forme moderne, de techniques déjà décrites sous d'autres noms dans ce texte oublié. Et il y a un autre détail, encore plus troublant. Le contenu du livre a, au fil du siècle, été discrètement relégué au domaine du folklore spirituel. Des étiquettes telles que pseudoscience, ésotérisme romantique ou fantaisie métaphysique ont été collées à cette connaissance avec un zèle institutionnel, comme s'il fallait discréditer cet outil pour que personne n'ose l'utiliser. Car apparemment, pendant que cette connaissance était publiquement ridiculisée, elle continuait d'être appliquée en secret par les bonnes mains, dans la publicité, dans la propagande, en politique, non pas pour éveiller la conscience, mais pour la maintenir endormie. Une véritable programmation vibratoire inversée. L'auteur dirait, la doctrine secrète des Rosicruciens n'a peut-être jamais été un simple livre oublié par hasard. Elle a peut-être été délibérément réduite au silence, non pas pour être inoffensive, mais parce qu'elle était trop pratique pour enseigner ce qui ne devrait jamais être enseigné, que l'esprit est une arme et que quiconque apprend à s'en servir peut déplacer le monde sans le toucher. Mais si quelqu'un la découvre, la comprend et la met en pratique, peut-être que le jeu s'équilibrera à nouveau. Peut-être. Chaque émission consciente porte le poids d'un choix. En analysant le destin silencieux de la doctrine secrète des Rosicruciens, une question devient inévitable. Pourquoi un livre au potentiel aussi perturbateur a-t-il presque complètement disparu des radars académiques, culturels et historiques? Il n'a pas été brûlé. Il n'a pas été officiellement censuré, il a simplement disparu.
Et ce qui est le plus intrigant, c'est la manière dont cette disparition s'est produite sans tambour ni trompette, une disparition subtile, méticuleuse, presque élégante, comme si quelqu'un de très influent avait un intérêt à ce que l'ouvrage continue d'exister, mais de façon invisible. Contrairement à d'autres œuvres ésotériques de la même époque comme le Kybalion, dont l'influence a été analysée par des penseurs modernes, ou la doctrine secrète, qui a fait l'objet de thèses et de symposiums académiques, le livre de Magus Incognito n'a jamais été sérieusement examiné par une université, un centre de recherche ou un historien reconnu. Il n'apparaît dans aucun compendium, bibliographie de référence, ni archives officielles sur l'occultisme occidental. C'est comme s'il n'avait tout simplement aucune importance historique ou, pire, comme s'il n'avait jamais existé. Mais cela ne correspond pas à la réalité. Ce que l'œuvre présente de façon systématique, ce sont des modèles mentaux anticipant de plusieurs décennies les principes qui aujourd'hui sous-tendent des disciplines telles que la bioénergétique, la neuroplasticité, la physique des champs subtils et même des techniques employées dans les protocoles militaires de guerre non conventionnels. Pourtant, elle demeure cataloguée dans les répertoires éditoriaux comme fiction spirituelle, ésotérisme folklorique ou pseudoscience. Mais est-ce vraiment le cas? Ceux qui parcourent les pages de l'œuvre sans le filtre du préjugé réalisent rapidement qu'ils ne sont pas face à des spéculations vaines ou à des récits métaphoriques. Le texte présente des diagrammes mentaux précis, des schémas de manipulation vibratoire, des descriptions de pensée, des structures énergétiques et des tableaux de transmutation émotionnelle, le tout exposé avec une objectivité presque pédagogique. Ce ne sont pas des assertions dogmatiques, ce sont des instructions, et c'est précisément pourquoi son exclusion du débat institutionnel ne semble pas être le fruit du hasard à des moments décisifs de l'histoire. Ce qui menace le modèle actuel est rarement combattu frontalement, il est effacé par le déni. Le cas de ce livre semble illustrer parfaitement cette stratégie. L'effacement ne s'est pas produit par la critique, mais par son absence. Comme nous le savons, rien ne discrédite une idée davantage que de prétendre qu'elle ne mérite pas discussion. Ce schéma de silence sélectif devient encore plus évident lorsque l'on observe le traitement réservé à des œuvres abordant des contenus similaires, mais moins menaçants. Le Kybalion, par exemple, traite également des lois mentales et universelles, mais de manière symbolique, allégorique, sans fournir d'outils pratiques. La doctrine secrète des Rose-Croix va plus loin. Elle enseigne comment agir avec des techniques, une séquence et un langage presque scientifique. Et c'est là la différence essentielle. Le symbolisme est inoffensif. Une technique, elle, ne l'est pas. Et peut-être cela explique-t-il pourquoi elle a été classée comme pseudoscience et reléguée dans les limbes du discrédit. Cependant, la chose la plus surprenante est que les idées centrales du livre ont commencé à réapparaître, déguisées ces dernières années, mais sous des appellations plus acceptables pour l'establishment. Les neurosciences modernes parlent de neuroplasticité et de reconnexion synaptique par la visualisation. La physique des particules suggère que l'observateur influence le champ. Des chercheurs comme Rupert Sheldrake explorent les champs morphiques et les schémas mentaux collectifs. Les manuels de formation militaire du projet Stargate, désormais déclassifiés, décrivent des techniques de perception à distance et de programmation psychique qui correspondent point par point à ce qui avait déjà été exposé dans les pages de ce livre oublié de 1918. En d'autres termes, le contenu a été réutilisé, mais sous un emballage différent et contrôlé. Ce qui se cache derrière l'absence de citations, le manque d'études académiques et la marginalisation éditoriale n'est pas de l'irrélevance. C'est un risque institutionnel. Un risque pour la logique mécaniste qui soutient les fondements de la science moderne, pour le paradigme matérialiste qui structure nos universités et surtout pour le monopole que certaines institutions exercent sur la connaissance de la façon dont la réalité est façonnée.
Et c'est ici peut-être que se trouve le signe le plus clair, quand quelque chose est ignoré par tous les canaux officiels, mais que ces idées refont surface entre les mains de l'élite stratégique, il ne s'agit plus de négligence, il s'agit de suppression délibérée. Ce livre n'a pas été oublié parce qu'il était inoffensif, il a été réduit au silence parce qu'il est efficace, parce qu'il révèle quelque chose qui n'aurait jamais dû être ouvert, parce qu'il permet à tout esprit éveillé de comprendre les mécanismes par lesquels il est constamment influencé. Et peut-être que s'ils savent comment appliquer ce qui y est dévoilé, ils peuvent se libérer. Mais la vraie liberté, comme nous le savons, n'est pas quelque chose que le système distribue. C'est quelque chose que l'on redécouvre. Et pour cela, parfois, il suffit de trouver le bon livre, même s'il a été enterré là où personne ne devrait chercher. Jusqu'à présent, la trace était celle du silence, une censure bien orchestrée, systématique et presque élégante. Mais il a suffi d'un fil lâche dans le voile pour que tout commence à se révéler. Et c'était précisément au nom que presque personne ne mentionne, la doctrine secrète des Rosicruciens, publiée en 1918 sous le pseudonyme délibérément générique de Magus Incognito, un titre anodin, un auteur anonyme. Mais derrière le rideau se trouvait William Walker Atkinson, avocat, éditeur, ésotériste et l'un des penseurs les plus discrets de l'ésotérisme américain du XXe siècle. Atkinson est connu pour avoir écrit des dizaines de livres sous plusieurs pseudonymes, tels que Yogi Ramacharaka et Théron Q. Dumont. Mais celui-ci est différent. Ce n'est pas une œuvre spirituelle au sens dévotionnel du terme. C'est un artefact, un dispositif camouflé. La doctrine secrète des Rose-Croix se présente comme un traité d'initiation à la philosophie rosicrucienne, mais elle offre bien plus que de la symbolique mystique ou des spéculations métaphysiques. Lisez attentivement, ou plutôt avec l'œil intérieur actif. L'ouvrage dévoile des protocoles opérationnels de contrôle psychique, des instructions pratiques pour l'induction vibratoire et des techniques pour l'expansion du champ mental. C'est littéralement un manuel de guerre psychique déguisé en philosophie initiatique. L'un de ses principes centraux est l'utilisation de l'esprit humain comme un émetteur de fréquences, capable de moduler la réalité environnante à travers des images mentales, des codes symboliques et des motifs vibratoires conscients. Les soi-disant formes de pensée décrites dans le livre ne sont pas vues comme des concepts allégoriques, mais comme des mécanismes fonctionnels, des instructions étape par étape pour projeter une intention, manipuler la réponse énergétique et restructurer les circonstances matérielles. À une époque où la science peinait encore à comprendre l'inconscient collectif, Atkinson parlait déjà sans détour de la manière d'implanter des idées dans l'esprit d'autrui par une vibration concentrée. Quelque chose qui aujourd'hui serait facilement associé à des notions telles que le conditionnement neuronal, la résonance limbique ou la transmission de motifs subliminaux. Plus qu'une théorie, il délivre une doctrine opérationnelle. Et, étonnamment, le livre a circulé sans résistance. Les premières éditions ont été publiées discrètement par des éditeurs indépendants, sans campagne marketing, sans scandale, ni censure religieuse. La raison ? Simple. Personne n'y prêtait attention. À la première lecture, le texte semblait n'être qu'un autre compendium ésotérique parmi tant d'autres. Mais aux yeux de ceux qui maîtrisent l'hermétisme, les neurosciences énergétiques et les fondamentaux de la magie cérémonielle, chaque chapitre se révèle être un protocole codé, une technologie mentale enfouie sous des couches de symbolisme. C'est comme si Atkinson, parfaitement conscient des risques liés à la diffusion ouverte de ce type de savoir, avait choisi un mode de transmission discret, écrivant pour ceux qui savent lire avec un esprit différent. Plusieurs indices renforcent cette hypothèse.
Le livre utilise systématiquement des schémas, des tableaux et des aphorismes créatifs qui, à première vue, peuvent sembler poétiques ou symboliques, mais avec le bon cadre de référence, en particulier les traditions orientales et les systèmes modernes de psychologie énergétique, ces structures se révèlent être de véritables cartes mentales pour réorganiser la perception et modeler la réalité. Nous parlons de techniques qui, un siècle plus tard, seront redécouvertes dans des projets militaires de neuroconditionnement, des protocoles secrets de perception à distance et des études sur les champs morphiques de la conscience. La question est inévitable. Pourquoi Atkinson a-t-il choisi de dissimuler ce contenu dans une œuvre rosicrucienne? La réponse pourrait résider dans la nature même de l'information. À l'époque, toute tentative d'unir science de l'esprit, mysticisme et manipulation de la réalité aurait été considérée comme hérésie ou illusion. Atkinson a donc adopté une stratégie ingénieuse. Il a écrit un livre avancé, comme s'il s'agissait d'un ouvrage basique, et a camouflé des outils révolutionnaires sous la façade de la tradition ésotérique, un camouflage efficace. Pour le lecteur ordinaire, ce n'était qu'un ouvrage mystique de plus. Pour l'initié, une clé. Plus que préserver le savoir, l'auteur semble avoir voulu le transmettre en toute sécurité. Après tout, comme le disait un ancien axiome hermétique, le secret n'est pas dans ce qui est caché, mais dans la perception. Il n'a pas écrit pour tout le monde, il a écrit pour ceux qui, en lisant ce qui paraissait symbolique, comprendraient que c'était littéral. Que les formes de pensée ne sont pas des métaphores, mais des dispositifs vibratoires. Que la maîtrise des 7 plans n'est pas une allégorie, mais la structure énergétique de l'être humain. Que le livre, enfin, n'était pas une simple proposition spirituelle. C'était un outil si puissant qu'il devait être dissimulé sous un format inoffensif, attendant en silence le moment où des esprits préparés pourraient le décoder. Et apparemment ce moment est peut-être arrivé, car maintenant, en redécouvrant ce manuscrit, nous ne le lisons plus avec les yeux de 1918. Nous le lisons avec les connaissances d'aujourd'hui, et nous réalisons ce qu'il est vraiment, un manuel avancé de programmation vibratoire dissimulé sous les voiles de la tradition, écrit pour résister au temps et peut-être pour survivre à toute tentative de contrôle de la conscience humaine. Chaque structure de contrôle repose sur un principe simple, faire croire à l'individu qu'il n'a aucun pouvoir. C'est pourquoi lorsque des connaissances émergent affirmant le contraire et enseignent même comment accéder à ce pouvoir, cela devient une menace non seulement pour le système en place, mais aussi pour l'architecture même de la réalité sociale. La doctrine secrète des Rosicruciens fait exactement cela. C'est à ce moment-là que l'on comprend pourquoi cet enseignement devait rester caché. Il n'inculque pas une croyance, il enseigne une opération. Le cœur de la doctrine rosicrucienne révélée par William Walker Atkinson ne repose ni sur la foi aveugle, ni sur la morale religieuse, ni sur l'extase mystique. Son approche est technique, directe, structurée. Nous sommes face à un véritable traité sur l'ingénierie de la conscience. Et sa proposition est claire. La réalité n'est pas quelque chose que vous subissez, c'est quelque chose que vous façonnez. Au centre de cette doctrine se trouve une triade qui, bien comprise et appliquée, transforme l'individu en opérateur vibratoire. Vibration, visualisation et répétition symbolique. Ce sont les 3 axes sur lesquels, selon le livre, toute manifestation de la réalité repose. Des chapitres tels que le plan aérien et ses courants ou le mentalisme cosmique ne tournent pas autour du sujet. Ils décrivent, avec une précision presque clinique, comment utiliser des techniques de respiration spécifiques pour activer ce que l'auteur appelle l'énergie vitale latente. Comment maintenir des images mentales stables afin de faciliter la manifestation des événements et comment aligner les champs d'intention personnelle avec des motifs vibratoires universels, générant ce que l'on appellerait aujourd'hui la résonance de la réalité. Et ce n'est pas tout.
Sans doute le point le plus sensible et le plus troublant se trouve dans la section qui enseigne au lecteur à émettre des ondes mentales modulées, consciemment chargées et dirigées afin d'influencer le comportement d'autres individus. Cette partie de l'ouvrage décrit ce qu'Atkinson appelle le lien astral silencieux. Une connexion psychique pouvant être établie avec un autre esprit sans contact verbal, sans permission consciente et sans laisser de traces détectables. Pour un lecteur non préparé, tout cela pourrait sembler relever de la fantaisie ou d'une exagération ésotérique. Mais quelqu'un familier avec l'hypnose indirecte, la suggestion subliminale, les champs morphiques ou les protocoles de communication non verbale comprendrait ce qui est en train d'être transmis. Ce sont des stratégies avancées d'influence mentale codées dans un langage hermétique afin de passer inaperçues. Et c'est précisément ce qui rend cette connaissance si sensible et dangereuse. Ce travail enseigne, en substance, comment briser les intermédiaires entre l'esprit et le monde. Comment renverser la dépendance extérieure, que ce soit par le biais de religions dogmatiques, de gouvernements paternalistes ou de structures sociales qui encouragent la passivité. L'enseignement est libérateur, mais aussi explosif. Si tout le monde savait comment utiliser cette technologie de la conscience, la pyramide de pouvoir qui soutient le système actuel s'effondrerait simplement. C'est pourquoi cela n'a jamais été diffusé à grande échelle. Conscient de ce potentiel, Atkinson a choisi de coder ce contenu. Le travail a été conçu pour se lire comme une énigme, un puzzle qui ne s'assemble que devant un esprit préparé. Pour tout le reste, ce n'est qu'une curiosité ésotérique, une accumulation de symboles et d'expressions archaïques. Mais ce qui s'y trouve est réel, non pas en théorie, mais en pratique, et cela fonctionne. Respiration, fixation sur l'image, répétition symbolique, induction vibratoire, projection d'intention et manipulation psychique. Tout cela présenté avec une naturelle que seul quelqu'un ayant vraiment maîtrisé ces techniques pourrait transmettre. Ce qui est encore plus alarmant, c'est de constater comment ces mêmes concepts ont ensuite émergé, masqués, segmentés et épurés dans des domaines comme le coaching, la psychologie comportementale, le marketing de masse et même les opérations militaires classifiées, mais toujours avec une différence cruciale, sans transmettre la clé complète. Fragmentés, ils sont devenus inoffensifs. Ce n'est que lorsqu'ils sont compris dans leur ensemble, comme Atkinson les a enseignés, qu'ils révèlent leur véritable portée. C'est à ce moment-là que la conspiration prend forme. Le savoir contenu dans ce livre n'a pas été oublié par hasard. Il a été délibérément exclu du domaine public, non pas parce qu'il était faux, mais parce qu'il représente exactement le contraire de la logique institutionnelle de contrôle. Tandis que la culture moderne répète le mantra selon lequel tout se trouve à l'extérieur, ce manuscrit enseigne que tout commence de l'intérieur et que le monde extérieur n'est que le reflet malléable d'un esprit éveillé. C'est la véritable hérésie et peut-être la dernière frontière de la liberté, car un esprit entraîné à fonctionner à ce niveau n'a plus besoin de système d'autorité. Il devient souverain, et la souveraineté intérieure est la seule révolution que le système ne pourra jamais tolérer. Dans les coulisses de l'histoire ésotérique, le silence peut être aussi révélateur que le bruit. Et dans le cas de la doctrine secrète des Rosicruciens, ce qui attire l'attention n'est pas l'absence de reconnaissance, mais la précision de l'oubli. William Walker Atkinson, auteur de dizaines d'œuvres sous divers pseudonymes, est mort sans aucun hommage public, sans débat autour de son héritage, et surtout, sans mettre en avant son œuvre la plus dangereuse. Alors que des noms comme Blavatsky Crowley et Rudolf Steiner suscitaient admiration ou rejet et faisaient l'objet de débats constants, Atkinson a simplement été effacé, mais pas par hasard. Contrairement à ses contemporains qui ont structuré des ordres, des hiérarchies et des rituels complexes pour transmettre la connaissance, Atkinson a osé délivrer le savoir sans intermédiaire. La doctrine secrète des Rosicruciens ne nécessite ni initiation formelle, ni soumission à des symboles externes, ni loyauté envers des organisations.
Sa proposition est directe et par conséquent subversive. L'esprit est le temple, l'opérateur est l'autel. La spiritualité qu'elle propose ne fléchit devant aucun dogme, prêtre ou autorité. Elle s'active de l'intérieur vers l'extérieur, et c'est là le plus grand tabou. C'est pourquoi son livre représentait une menace silencieuse, non seulement pour les religions institutionnalisées, mais aussi pour les structures politiques et scientifiques qui, depuis le XIXe siècle, ont commencé à considérer l'être humain comme un simple rouage biologique. Atkinson a rompu avec cette vision mécaniste. Il avançait que la conscience n'était pas un sous-produit du cerveau, mais la matrice organisatrice de la réalité. De plus, elle pouvait être entraînée, amplifiée et utilisée pour modifier le monde physique, mental et émotionnel. Cette doctrine, si elle venait à être popularisée, minerait non seulement les fondations des traditions religieuses, mais aussi les monopoles modernes du savoir, universités, laboratoires et gouvernements. En démontrant que le sacré est accessible sans intermédiaire et que le pouvoir créatif de la réalité réside dans chaque esprit, Atkinson a allumé une mèche que le système ne pouvait jamais laisser atteindre les masses. Le résultat ? Un oubli stratégique. Tandis que ses autres œuvres, déguisées sous des noms exotiques comme Yogi Ramacharaka, circulaient librement en tant que littérature de développement personnel ou philosophies orientales, la doctrine secrète des Rosicruciens a été écartée du centre. Elle n'a pas été formellement censurée, mais plutôt enterrée sous des couches de discrédit, reléguée sur des étagères obscures et réduite à une simple curiosité mystique. Cependant, les idées qu'il contient n'ont pas disparu. Elles ont simplement été reproduites, appropriées, reconditionnées et utilisées dans des sphères très spécifiques. Des décennies après sa publication, des principes presque identiques à ceux décrits par Atkinson ont commencé à apparaître à des endroits inattendus. Des dossiers déclassifiés de la CIA, comme ceux du projet Stargate, ont révélé l'utilisation de techniques de vision à distance d'influence mentale, de modulation d'état de conscience et de lecture d'événements distants. Des stratégies qui, en essence, avaient déjà été décrites en 1918 sous d'autres noms dans les pages oubliées du livre. Coïncidence ou preuve que quelqu'un, à un moment donné, a compris exactement ce qui y était et a vu un avantage stratégique. Atkinson ne parlait pas de religion, il parlait d'un système d'exploitation de la conscience capable d'être utilisé par quiconque désireux de comprendre ses principes. Il ne vendait pas la foi, il offrait l'autonomie, et c'est cette autonomie qui effraie toute structure fondée sur la soumission collective. Aujourd'hui, au milieu d'une recherche croissante sur la neuroplasticité, l'épigénétique, les champs d'énergie et la physique de la conscience, les concepts centraux de la doctrine secrète des Rosicruciens commencent à réapparaître, bien que timidement, dans des congrès scientifiques et des articles spécialisés. On parle de cohérence cardiaque, de champs électromagnétiques de la pensée et de l'influence de l'intention sur la matière. Des chercheurs comme Joe Dispenza, Bruce Lipton et Greg Braden explorent des idées qui résonnent profondément avec ce qu'Atkinson avait déjà codé. Pourtant, curieusement, son nom est presque jamais cité. L'origine reste obscurcie, comme si le système pouvait accepter ces idées tant qu'il ne révélait pas qui les avait formulées en premier, comme si la vérité pouvait circuler tant qu'elle ne renforçait pas pleinement l'individu. Tant que la clé complète n'était pas dévoilée, tant que l'opérateur restait dépendant des techniques modernes, des spécialistes, des formations payantes et des institutions, l'essence de la compréhension demeurait insaisissable. Mais le livre n'a pas été écrit pour faire partie d'un marché. Il a été écrit pour survivre au temps et à la répression, et il a survécu. Même aujourd'hui, ces pages offrent plus que de la connaissance, elles offrent la souveraineté. Pas celle bâtie sur des dogmes ou des validations externes, mais la souveraineté intérieure de ceux qui comprennent que l'esprit est un outil sacré et que la réalité, loin d'être une donnée immuable, est un champ malléable par la fréquence, l'image et l'intention.
Il ne nécessite ni école, ni institution. Il dépend uniquement d'une décision de s'éveiller. Chaque transformation commence au moment où vous reconnaissez que la réalité extérieure n'est pas immuable, mais plutôt le reflet d'une vibration intérieure. Et cette vibration peut être élevée, modulée et raffinée. Chaque changement commence par la compréhension de votre rôle en tant que co-créateur. La seule façon de se connecter à cette intelligence divine est par une méditation consciente et structurée. C'est pourquoi nous avons développé un ensemble d'outils audio pour vous aider à accéder à cet état de conscience supérieure et à reprogrammer votre réalité de l'intérieur. Pour en savoir plus et obtenir un accès immédiat, cliquez sur le lien à l'écran ou dans les commentaires. Si ce contenu vous a parlé, écrivez dans les commentaires « Cela m'a semblé clair ». Cela pourrait être le premier pas sur un chemin déjà tracé, attendant juste d'être retrouvé.